Je vous remercie beaucoup. Je vais, au cours de cet exposé, vous faire part de quelques réflexions sur la numérisation des collections d'histoire naturelle. Les collections d'histoire naturelle, ce sont des objets naturalistes qui sont amassés dans nos structures depuis 350 ans. Ils sont dispersés dans de nombreuses institutions, dans les muséums, dans les universités, et ils sont surtout très nombreux. Et numériser des collections, c'est un petit peu explorer la biodiversité des collections par rapport à l'exploration de la biodiversité réelle. Alors, les responsables de collections et d'institutions ne s'y sont pas trompés. Actuellement, c'est un mouvement généralisé de numériser les collections. Je vais beaucoup vous parler d'herbiers dans cet exposé, d'abord parce que je suis botaniste à la base, et surtout parce que les modèles qui ont été développés marchent beaucoup mieux avec les herbiers, qui sont des modèles en 2 dimensions, qu'avec des spécimens en 3 dimensions qui font appel à d'autres technologies. Mais je dirais globalement ce que je vais expliquer sur les herbiers est vrai pour les autres collections avec des aménagements. Donc, il y a eu un article dans Science pour expliquer effectivement que c'était un mouvement important et que la connaissance de ces collections était importante pour pour pouvoir permettre leurs études en raison de leur nombre. Alors la France a été pionnière dans la numérisation puisque dès 2010, nous avons commencé à une opération de numérisation de l'herbier national au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et en 3 ans, nous avons numérisé 6 500 000 spécimens. Et nous étions les premiers à le faire et à montrer que c'était faisable. Dans la foulée, nous nous sommes dit qu'il était peut-être utile d'élargir le champ à d'autres institutions et nous avons créé l'infrastructure Recolnat, un investissement d'avenir, une infrastructure en biosanté qui s'est intéressée donc aux autres institutions qui possèdent des herbiers, mais aussi aux autres collections d'histoire naturelle. Alors pour pouvoir faire un plan de numérisation, il faut un modèle de production des images qui soit économiquement viable. D'abord parce qu'il y a des millions d'objets en jeu. Donc il faut maîtriser son matériel de production et maîtriser son budget. Et il faut aussi maîtriser techniquement sa chaîne de production. Et ça, c'est une affaire, on traite avec des entreprises, et c'est une affaire de dialogue. Imaginez que vous augmentez le temps de traitement d'1 seconde sur un spécimen. Sur l'ensemble de l'opération à 6 500 000 spécimens, c'est 6 500 000 secondes en plus pour l'opération. Ça fait quelques ETP en plus. Donc si on veut bien maîtriser son budget et bien maîtriser sa production, il faut vraiment être très clair avec tous les partenaires sur ce qui doit être fait. Et quelquefois, le mieux est l'ennemi du bien. Alors je vais vous faire part de quelques réflexions qui viennent sur la numérisation. D'abord, la numérisation et l'informatisation, ce sont 2 notions distinctes. On a commencé à informatiser les collections d'histoire naturelle. C'est assez facile parce que nos collections d'histoire naturelle, en réalité, sont déjà des bases de données. Donc, depuis une vingtaine d'années, on prenait les données, en l'occurrence des herbiers, des étiquettes d'herbiers, avec la localité, la date de récolte, la description, et on les reportait sur une base de données. Avec la numérisation, on rajoute une étape, puisqu'on prend d'abord l'objet en photo. Mais c'est une étape intéressante, puisque ça permet de diffuser ces images beaucoup plus largement, donc d'avoir une autre optique pour pouvoir faire l'informatisation, puisqu'on peut recopier les données à partir de l'image, donc le faire partout dans le monde. Et puis on met à disposition non seulement les données, mais une reproduction de l'objet lui-même. Et cette reproduction est porteuse déjà de données, d'observations, et on peut commencer à travailler sur ces images. Alors une deuxième réflexion,
il faut disposer de données fiables. Alors ça, c'est les réflexions au sein de la communauté de l'histoire naturelle. Et il y a deux écoles qui s'opposaient, ou bien on avait des données qui étaient complètement validées, survalidées, ou bien on avait des données qui étaient incomplètement validées. Alors, naturellement, on se dit, vaut mieux avoir des données complètement validées. Mais qu'est-ce que ça entraîne? Bon, ces données, elles sont parfaites, mais elles sont peu nombreuses, parce qu'elles ont coûté cher. En revanche, si on applique un protocole de validation plus léger, ces données sont imparfaites, elles ne sont pas forcément fautes, elles sont moins fiables, mais elles sont plus nombreuses et elles sont moins chères. Alors, quelle est la bonne école? En fait, chaque école a ses avantages et ses inconvénients. Et je voudrais juste que nous fassions un exercice intellectuel. Imaginons que nous ayons à informatiser l'annuaire des téléphones. Et on va utiliser deux équipes qui ont exactement le même budget. Une équipe avec des données validées, c'est-à-dire qu'il y aura 2 saisies en aveugle, des vérifications manuelles, beaucoup d'opérations là-dessus, et puis une méthode avec des données qui ne vont pas faire l'objet d'une double saisie, par exemple. Avec la méthode des données validées, le projet s'arrête à la lettre C. Avec la méthode des données non validées, le projet va jusqu'à la lettre Z. Mais comme ces données sont mal validées, il y a des erreurs dedans. Quelles questions faut-il se poser? Quels projets vont préférer les utilisateurs? Alors, à M. Zachary, je pense que M. Zachary sera content d'avoir son nom dans l'annuaire et qu'il sera content d'aller arriver jusqu'à la lettre Z. Oui, mais s'il y a une erreur dans le numéro de téléphone, il ne sera pas content non plus. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais les deux écoles ont leur intérêt et leurs défauts. Ce qui fait peut-être pencher la balance d'un côté plutôt que de l'autre, c'est que les utilisateurs ne sont pas des utilisateurs du téléphone. C'est des gens qui peuvent eux-mêmes analyser les données et les juger. Donc les utilisateurs sont eux-mêmes, quelque part, des experts dans leur discipline. Donc faut-il mieux avoir beaucoup de données moins fiables ou peu de données très fiables? La question reste ouverte, mais je penche quand même sur un grand nombre de données. Une fois ces spécimens photographiés, ces millions de spécimens photographiés, on va pouvoir les utiliser et travailler avec. Très bien. On va pouvoir travailler avec. Et travailler avec, c'est, dans le cas d'une étude en botanique, de pouvoir regrouper ces objets, les comparer, pouvoir faire des mesures, pouvoir partager les projets entre collègues, pouvoir aussi se servir d'outils comme élément de preuve, de conservation. Vous mesurez un objet, vous publiez un article, vous pouvez dire voilà, cet objet je l'ai mesuré, voici sa photo, voici la mesure. Donc on a des éléments qui peuvent servir pour le travail scientifique. Alors pour terminer, je vais essayer de vous montrer un petit film qui vous montre en direct l'utilisation de cet outil de laboratoire virtuel. Imaginez que vous avez un immense mur, vous pouvez mettre des milliers de photos, et ces photos, vous pouvez les regrouper entre elles. Vous pouvez aussi noter des points d'intérêt sur ces photos, et ce point d'intérêt pourra être partagé avec d'autres collègues qui travaillent sur le même programme, et dire, va voir à cet endroit, et automatiquement, il pourra retourner très précisément à l'endroit qui est intéressant, sur lequel il doit faire lui-même une observation. On peut aussi faire, bien sûr, des mesures des spécimens, des mesures d'angle, des mesures de distance. Et on peut aussi se servir de l'outil pour, en enregistrant les étapes de recherche, faire un film qui peut être utilisé dans une présentation. Je travaille sur un groupe de plantes. Je vais pouvoir montrer les spécimens remarquables et expliquer pourquoi les groupes se séparent. Donc c'est un outil qui permet de pouvoir aller plus loin dans l'analyse, dans l'utilisation des herbiers. Mais il y a une chose qui est très importante.
Avec une image d'herbier, vous ne pourrez jamais faire une analyse du pollen, vous ne pourrez jamais faire une dissection de la fleur, vous ne pourrez jamais faire un prélèvement pour pouvoir séquencer l'ADN, faire une PCR. Donc les méthodes numériques permettent de faire un autre travail et sont complémentaires avec le retour au spécimen physique. Mais en aucun cas, on va brûler nos collections une fois qu'on les aura photographiées. Je vous remercie.